Bon, j'ai pas pu vous filmer le poids lourd, hein, droit à l'image, c'est tout. Il y en a qui veulent pas être filmés. Alors voilà comment on décharge assez facilement avec nos maniscopiques les big bags. Et ils ont tous des poignées, des grosses poignées comme ça. Alors ce qu'on fait, c'est que on met pas de palette, enfin de fourche. On met rien du tout, on sert simplement des U qui sont bien usés d'ailleurs. Ce qui fait que ça ne coupe pas du tout les poignées des big bags. Donc voilà, de l'engrais, ce qu'on appelle du Nexen. Donc en fin de compte, c'est de l'urée 46 avec un inhibiteur d'uréase. On ne sait pas si on arrive à le voir là-dessus. Et urée avec inhibiteur d'uréase, 46% d'azote au total. Donc sous forme uréique. Alors dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'utilise toujours de l'urée. Sauf le premier rapport que je vais bientôt faire. Alors d'habitude, je fais un deuxième rang au-dessus. Mais là, manque de bol, tous les bas, je pense que ça devait être stocké un petit peu à la pluie dans les derniers jours. Parce que je vois tous les fonds, il y avait des gouttes dessus. Alors j'ai pas envie que l'eau coule à l'intérieur des sacs, parce qu'une fois que c'est dans les sacs et qu'on les ouvre, ben, ça coule à l'intérieur de l'épandeur engrais. Et puis du coup, ben, je vais reprendre mes anciens sacs qui me restaient. Et puis ben, je vais les mettre dessus, parce que ceux-là, ils sont bien secs. Bon bah allez, c'est parti. Bon voilà, sac d'engrais rangé pour l'instant. On attend d'utilisation. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas encore fait mon premier rapport colza. Donc nous sommes le 23 février, il doit être 14h30 à peu près. Et voici le stade de mes colzas. Donc la reprise de végétation est faite. Vous voyez, on voit clairement les févroles qui ont grillé. Assez bizarrement, le fenugrec, qui est là, n'est pas mort. Alors qu'il aurait dû geler normalement, assez facilement. À partir de -5, ça gèle. Mais bon, peu importe. Et vous voyez le stade de mes colzas. Donc, voilà, ça a commencé à grandir. Les bourgeons sont encore à l'intérieur des feuilles. Donc, on va dire qu'on est au stade... allez, C1, C2, D1, je veux dire, à peu près. Alors avant de vous dire pourquoi j'ai toujours pas fait mon apport, j'ai déjà donné quelques généralités sur le colza. Alors déjà, l'azote absorbé pendant l'automne et l'hiver, c'est-à-dire si ça forme des gros colzas, c'est pas signe de bon rendement. Ça veut rien dire du tout. Parce que vous pouvez très bien avoir une énorme quantité d'azote absorbé par votre colza, alors ce qui est très très bon pour le porte-monnaie, on va dire, surtout en ce moment. Mais par contre, si derrière vous faites des mauvais apports ou des apports au mauvais moment, bah forcément le colza n'atteindra pas son rendement optimum, voire son rendement optimum économique, si on peut dire. Alors bien sûr, ce que je vais faire, enfin là je l'ai déjà fait, mais la méthode que j'emploie, c'est simplement fin novembre, début décembre, je suis venu. J'ai ramassé 1 mètre carré, donc ça vous avez vu, il y en a certains qui ont fait des vidéos là-dessus. J'ai ramassé 1 mètre carré de colza que j'ai coupé à ras du pivot. Et je les ai pesés. Et il y a quelques jours, enfin il y a une dizaine de jours à peu près, avant que le colza reparte, je suis venu repeser. Alors pourquoi j'ai fait 2 pesées? Tout simplement parce que les colzas, pendant l'hiver, ils perdent des feuilles, ou ils peuvent perdre des feuilles. Alors c'est sûr, si vous vous trouvez... sur la côte atlantique, c'est pas sûr, parce qu'il gèle quand même moins fort que chez nous dans l'Est. Par contre, chez nous, c'est assez fréquent qu'ils perdent des feuilles. Assez bizarrement, pour la parcelle qui est là, il a quasi rien perdu du tout. J'avais trouvé 1,6 kg, ce qui est pas mal. Enfin, je trouve, moi, c'est pas mal. Et j'ai toujours 1,6 kg en sortie hiver.
Donc mes 1,6 kg, eh ben, je vais les multiplier par un coefficient. Ça, vous irez voir sur Terrinovia ou des organismes comme ça, ils nous les donnent très bien. Coefficient qui est 65 unités par kilogramme hein, de matière. Donc eh ben, si on fait 1,6 kg par 65, ça fait, je ne l'ai pas fait de tête, mais ça fait une certaine quantité d'azote. On le calculera, je le calculerai une fois que je serai rentré. Et ce qui fait que cette quantité d'azote, eh ben, je vais pouvoir la mettre dans mon calcul du bilan. C'est-à-dire qu'on sert de ce qu'on appelle la réglette colza. Enfin, moi, je me sers de la réglette azote colza. Où d'un côté, je mets ce qui va sortir. Donc, ce qui va dans les sorties, c'est très simple en fin de compte. La plante, le colza, il n'est pas capable d'absorber tout l'azote qui est dans le sol. Donc, la petite partie, teneur minérale dans le sol, c'est-à-dire qui n'est pas absorbée, c'est-à-dire en fin de bilan, quand on ferme le bilan, une fois qu'on a fauché, pas qu'on a fauché, mais on va dire que le colza a fini de tout absorber, et ben on regarde, il reste encore de l'azote, et ben ça c'est donné par un organisme, on le rentre à l'intérieur de notre bilan, et de la même façon, on fait notre calcul, c'est-à-dire on fait un calcul où il y a un coefficient. Chez nous, on est sur la directive nitrate. C'est-à-dire que si je fais ma moyenne, moi, sur 5 ans de mes colzas, on va dire que je trouve, 35 quintaux. Et ben, je fais 35 quintaux multiplié par 7, ça me donne une valeur que j'ajoute à la quantité d'azote qui ne sera pas utilisée par colza, qu'on aura à la fermeture du bilan, tout à la fin. Et ça me donne, on va dire, les besoins de ma parcelle de colza. Ensuite, il y a les fournitures. Alors ça, les fournitures, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc il y a déjà l'azote absorbé à l'ouverture du bilan. Et bien l'azote absorbé à l'ouverture du bilan, je crois que ça s'appelle le PI. C'est ce que je vous ai expliqué. On fait les pesées avant l'hiver, à l'entrée de l'hiver du moins. On fait les pesées à la sortie de l'hiver. Et puis on regarde ce qu'il y a. Alors à savoir que dans notre région, quand il gèle fort, le colza perd une grosse partie de ses feuilles. Et bien on réintroduit à l'intérieur moitié du poids de ses feuilles qu'on multiplie par un coefficient. Et qu'on divise par 1,35 parce qu'il reste quand même la racine du colza, elle est quand même là, elle n'a pas été perdue puisque la plante va pousser. Et ça nous permet d'obtenir quelque chose de beaucoup plus juste. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ces deux mesures? Je sais qu'il y en a qui ne font qu'une mesure sortie hiver. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'ils perdent de l'azote, parce qu'imaginez que mon colza, si je le fais à l'entrée de l'hiver et puis que je dis, c'est très très lourd, là il y a 2 kg de colza par mètre carré, et donc 2 fois 50, le coefficient en entrée d'hiver c'est 50, ça fait 100 unités. Je me dis, mon colza il a déjà absorbé 100 unités d'azote. Mais je ne le fais pas. Et je ne prends pas en compte cette valeur-là. Et j'arrive à la sortie et je pèse mes colzas et il ne reste plus que 0,5, c'est-à-dire 500 grammes. 500 grammes par 65 unités, ça fait 32 unités. Et vous imaginez la différence qu'il y a? Bon, il y en a une partie, bien sûr, moitié, etc., mais à la fin, on risque de tomber sur 30 à 40 unités de perdu. Bon là je vous ai peut-être perdu aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qui peut compter encore à l'intérieur de tout ça? Donc j'ai fait faire des prélèvements d'azote en quad, une société qui est venue, qui m'a fait des prélèvements entre 0 et 30 cm, entre 30 et 60, 60 et 90. Et j'attends toujours les résultats d'ailleurs, c'est ça qui est dommage. Mais bon, je me suis servi de celle de la Chambre d'agriculture pour savoir à peu près ce que je dois porter sur mon colza. Donc là j'ai compté 40 unités. Ensuite, il y a la minéralisation de l'humus et puis des résidus qu'il peut y avoir. On peut mettre l'historique organique de la parcelle pour ceux qui amènent du fumier, donc les années antérieures, et puis aussi l'année là, si jamais il y a eu des apports de fumier. Et puis, comment je dirais, moi là, comme vous avez vu, j'avais un couvert avec pas mal de févrole, avec du fenugrec, etc. Donc il y a des légumineuses. Donc là, dans cette parcelle-là, je vais considérer que l'association était bonne. Donc je vais compter 25 à 30 unités. Par contre, j'ai une autre parcelle où les légumineuses ont moins bien poussé. Je compterai que 15 unités. Qui a mon bénéfice en ce moment à 2 € l'unité. Ça fait quand même 30 €. C'est toujours ça. Donc ça, c'est l'effet de l'association. Et puis le précédent, ici c'est un précédent orge de printemps, mais j'ai une autre parcelle, si ça avait été par exemple des petits pois, il y a un effet du précédent quand c'est une légumineuse, c'est encore un petit plus. Et ensuite on fait cette somme, on tombe sur une valeur, et cette valeur on le soustrait aux besoins de la parcelle pour l'année, et on trouve ce que l'on doit amener. J'espère que je me suis compris, c'est-à-dire que
les sorties, tout ce qui va sortir de la parcelle, moins les fournitures, ça donne la quantité d'azote qu'on doit apporter. Alors bien évidemment, tous les petits facteurs que j'ai donnés de fourniture, ça bouge pas grosso modo, puisque votre parcelle elle est telle quelle pendant l'année, votre précédent il va pas changer, si vous avez une association ça va pas changer, si vous êtes derrière Petit Pois ça va pas changer, la minéralisation de la parcelle elle va pas changer, etc. Par contre, le poids de votre colza, lui, il peut changer. Donc si vous avez un tout petit colza, vous risquez d'arriver sur des mesures à... Il y a certaines années, on était tombé sur des 230, 240 unités à apporter au colza. Par contre, une année comme ça, avec 1,6 kg de matière, eh ben, je peux vous assurer que là, il y a des économies. Moi, j'ai fait le calcul. Là, grosso modo, j'ai 138 unités à amener. Alors, 138 unités à amener, c'est pas énorme. Et quand on va sur Terra Innovia, et puis qu'on regarde un petit peu ce qu'ils nous donnent, hein, c'est des indices qu'ils nous donnent depuis des années, on s'aperçoit que le premier rapport, eh ben, je peux le supprimer. C'est donc ce que j'ai fait, c'est-à-dire à la reprise de végétation, mon colza il avait déjà tellement absorbé pendant l'hiver, et en plus on était dans une période où il pleuvait pas beaucoup et il faisait froid, donc la plante, eh ben, quand il fait froid et qu'il pleut pas beaucoup, elle absorbe quasi rien. Donc on va mettre de l'azote et puis ça va peut-être en grande partie perdu. La preuve, je crois que c'est 50%. Je crois que la valeur qui est prise en compte, hein, si vous amenez 50 unités, grosso modo, il y a 25 unités qui va servir quand on est vraiment au premier 5 février. Dans notre région, hein, il y a d'autres régions, c'est différent. Ils ont l'habitude de gérer leur région, donc ça, je parle pour chez nous. Ensuite, pour le deuxième apport, et bien du coup, là, je vais amener, comme je vais amener du soufre en même temps, puisqu'à la reprise de végétation, il faut amener du soufre, hein, minimum 50 à 75. Moi, j'amène 75 unités de soufre. En amener plus, ça ne sert strictement à rien. Alors là, le soufre permet la bonne captation de l'azote, hein, j'emploie les mauvais termes, la bonne captation de l'azote. Mais amener plus que 75 unités de soufre, très franchement, ça n'a jamais fonctionné. Il y a eu des essais qui ont été faits jusqu'à 150 unités. Ça sert à rien du tout. Et en plus de ça, il y a la loi de Liebig. Hein, alors c'est pas des saucisses ou je ne sais trop quoi. C'est la loi de Liebig qui dit que c'est l'élément le moins présent dans le sol et que la plante a le plus besoin qu'il faut d'abord amener. C'est-à-dire qu'il faut à vous de faire le diagnostic. Parce que si vous amenez du soufre et en fin de compte c'est du molybdène qui manque, bah, vous aurez à beau amener tout le soufre que vous voulez. Bah, ça ne change rien que si c'était du molybdène qu'il fallait amener. Bah, votre plante elle va limiter son rendement à la quantité de molybdène qu'on lui a donné. Hein, je comparerais ça un petit peu à tenir une Formule 1 par exemple, hein, vous avez mis du super essence, de la super huile, vous avez tout fait, le pilote il a été super entraîné, etc. Et puis vous trouvez une essence qui est encore meilleure, vous la mettez dedans en disant ça va être encore mieux, et manque de bol il pleut, vous avez mis des pneus slick, et ben c'est les pneus slick qu'il faut changer, et donc un petit peu dans nos cultures, c'est l'élément le moins présent et que la culture a le plus besoin qu'il faut amener. Donc il faut poser toujours le bon diagnostic. Et j'en viens donc au soufre. Il va être amené moi en même temps avec de la solution soufrée pour cette année, puisque je l'avais commandé en début de printemps. Et comme j'avais une cuve que je pouvais remplir, je m'étais dit allez tiens je m'en sers, je bouge pas le hangar avec mes big bags pour l'instant. Et puis voilà, donc je vais m'en servir. Donc demain ils annoncent un petit peu d'eau, pas beaucoup, c'est ça qui est dommage. Mais bon, ils annoncent un petit peu d'eau, donc je vais amener on va dire 60-70 unités à peu près. Ça fera déjà une petite partie du soufre d'amener en même temps. Et en même temps, après, j'amènerai un petit peu de sulfate de magnésie. Alors comme vous voyez, moi la parcelle, hein, les colzas sont très beaux. Pour l'instant, hein, ça ne veut rien dire du tout. Parce que je ne sais pas si plus tard il y aura un stress hydrique, si plus tard il y aura un coup de chaleur, si j'aurai pas des attaques d'insectes. Enfin vous voyez, quand on détermine un rendement potentiel en fin de compte, en tenant compte hein, de la directive nitrate, c'est-à-dire que nous on est obligé de faire la valeur olympique des 5 dernières années, les rendements des 5 dernières années. C'est ce qui nous donne notre objectif de rendement, qui n'a rien à voir avec le rendement que peut faire la parcelle en fin de compte. Mais en fin de compte, cet objectif de rendement, on ne le connaît pas, comme je disais. Si jamais il y a un stress hydrique, votre objectif de rendement, du coup, il aura baissé, mais vous aurez déjà mis votre azote. Bon, j'espère que j'ai pas été trop compliqué là-dessus. Bon, alors là, je suis à contre-jour et je suis désolé.
Donc je vais essayer de faire des prises de vue, hein. Demain dès qu'il pleut, je vais venir, comme ça sera lavé, ça sera amené au sol. Et puis dans 10-15 jours, je ramènerai la dose complète pour mon colza, et puis ce sera fini pour son alimentation azotée. Alors aujourd'hui, 24 février au matin, premier passage d'azote sur mes blés. Donc là, je suis sur une parcelle en blé de pois, où on commence légèrement à le voir. Dans les petits endroits où il y a des doublements de densité, comme ici et là-bas, bon je sais pas si on le verra à la caméra. Le blé commence à changer légèrement de couleur, il jaunit légèrement. Ça veut dire que dans les bancs, dans les lignes de semis où il est à densité normale, c'est-à-dire à simple densité on va dire, il va avoir besoin d'azote incessamment sous peu. Donc je vais passer, je vais mettre 60 unités pour mon premier rapport. Et je voudrais vous montrer... voilà. Bon, je vois que sur pas mal de vidéos, on est tous concernés. Petits dégâts de rillettes, comme on appelle ça chez nous. Dégâts de sanglier. Alors pourquoi le sanglier est venu ici? On le devine assez facilement. Vous voyez, des trous de souris ou de mulot. Donc le sanglier est venu essayer de les manger, tout simplement. Donc en me rendant service, en même temps, il a fait un petit peu de dégâts. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai vu des endroits où c'était bien pire, hein, dans d'autres régions. Donc je vais pas me plaindre avec ça. Bon écoutez, voilà, c'est parti. Bon là je suis toujours à l'azote, mais je vais arrêter parce que le vent vient de se lever depuis un quart d'heure. Mais bon, il me reste 1 hectare à faire, donc je vais quand même le finir. Et là je suis dans la parcelle que j'avais fait en semi-direct, dans de la luzerne. Et regardez qui est-ce qui pointe tout doucement son nez. Vous voyez la luzerne que j'avais endormie avec du glyphosate. Et ben voilà, elle est en train de se réveiller tout doucement. Donc pour l'instant je vais la laisser. Elle n'est pas du tout préjudiciable pour ma culture de blé. Par contre d'ici le mois de mars, je verrai bien. Je vais certainement passer avec ce que j'appelle moi un parfum de sulfolinuré, c'est-à-dire de l'allié, du métasulfuron méthyle, à 5 ou 7 grammes, peut-être 5 grammes, pour la calmer à nouveau, qu'elle reste sous le blé. Et j'espère que quand je faucherai mon blé en juillet, on va dire, et bien que la luzerne sera sous le blé et qu'elle sera prête à faire un couvercle gratuit. Donc à suivre, hein, à suivre. C'est pas sûr que ça fonctionne, mais je l'espère quand même. Bon alors cette année, pourquoi je fais mon premier rapport en liquide? Alors c'est très simple. Au printemps dernier, on a regardé avec mon technicien le prix de l'azote. Et puis je me suis dit, écoute, tu as une cuve en inox de 28 mètres cubes. Elle est vide, j'avais la trésorerie pour la remplir avec de l'azote. Je me suis dit, allez hop, vas-y, mets de l'azote dedans, même si au départ je voulais faire, et ça faisait déjà quelques années que je ne faisais plus que de l'engrais solide. Alors du coup je l'ai rempli, et puis j'ai bien fait, parce que depuis le prix de l'azote a quasi doublé. Et pourquoi je l'amène maintenant? Parce que je pourrais l'amener au deuxième apport par exemple. Simplement que là mon premier rapport, je crois que je le disais tout à l'heure, il est de 60 unités. Et l'apport en liquide a des avantages et il a aussi des inconvénients. Alors l'avantage, c'est que c'est ultra précis, beaucoup plus précis qu'en granulé, puisque vous faites ce que vous voulez, ça tombe verticalement.
Par contre, inconvénient, c'est ce qu'on appelle la volatilisation, c'est-à-dire qu'en fonction du temps, si jamais il pleut pas après, qu'il fait chaud et puis qu'il y a du vent, eh ben, il y a une partie de l'azote que vous mettez au sol qui va s'évaporer. Ben, c'est des pertes que vous n'aurez beaucoup moins, on va dire, avec d'autres formes d'engrais, notamment les engrais solides. Par contre, du côté, oui, l'autre chose en ce qui concerne le liquide, étant donné qu'il y a de la volatilisation, eh bien moins la dose apportée, enfin plus la dose apportée est faible, ben moins il y aura de volatilisation, puisque ben, c'est mathématique. Si vous amenez 50 unités et qu'il y a 20% de volatilisation, pardon, ben vous aurez forcément moins de volatilisation que si vous amenez 100 unités pour le même pourcentage de volatilisation. Donc ce qui fait que je me réserve les engrais solides pour mon deuxième et troisième apport. Et ben voilà, tout simplement l'explication en ce qui concerne pourquoi mon choix d'engrais liquide au premier passage cette année sur mes blés et sur mes colzas. En plus là, ben, j'amène un petit peu de soufre avec, hein, c'est de la solution azotée 35. Alors ça c'est génial, épandre de l'azote et en même temps il pleut. Là je peux vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de pertes parce que tout va directement descendre dans le sol. Bon par contre il y a du zef, je vais attendre un peu quand même. Ouh là 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 là. Quand tu arrives le matin et que tu vois ça, tu te dis que c'est pas bon signe. Bon, une belle tache d'azote. Alors j'ai fini hier soir, hein, sous la pluie, d'ailleurs ça se voit, vous voyez. Ça a un peu décrotté en rentrant. Et donc j'ai une fuite, donc il était complètement vide, hein, l'appareil. Par contre je l'ai pas rincé parce que comme il gèle la nuit en ce moment à -3, -4, du coup ça le protège, mais bon j'ai une fuite. Alors ça vous voyez c'est le grand dégé d'azote qui goûte tout doucement, qui se vide. Mais bon c'est pas très grave, un petit coup d'eau et un petit coup de pluie dehors et c'est parti. Bon bah écoutez, on va le sortir. Et puis on va essayer de voir un petit peu ce qu'il a. On va tourner dans le bon sens bien sûr. Bon, il y a un peu de boulot qui m'attend dehors, hein. Là, c'est les petits pois de printemps. Là, j'ai la févrole pour dans quelques jours. Là, j'ai l'orge de printemps. Allez, on va essayer de démarrer. Enfin, on va démarrer, ça, il va démarrer. Hop, on embraye. Alors on allume l'hydraulique. On allume la console. Bon, j'ai retiré la nouvelle console. Ils viennent normalement lundi pour m'expliquer comment elle fonctionne. Alors, escape. Voilà, on allume. Hop, on met de l'hydraulique pour que ça circule. Et puis maintenant, on va reculer la bête. Donc là, ce que je fais, c'est que je pivote mes roues. Et quand j'appuie là, je sais pas si on le voit, ça fait braquer la roue. Voilà. Là je suis à fond parce que quand je l'ai rentré, ben, pour le serrer, c'est comme ça que je pratique.
Donc là du coup il roule en canard. Voilà, je vais redresser que je change de main. Je sais pas si on voit les roues. Alors, et on le voit ici. Et quand je vais à droite par exemple, alors on voit le petit trait qui se déplace sur la droite. Alors là je suis à fond. Il y a un point d'arrêt au milieu. Comme ça j'ai pas à réfléchir, même si je garde le doigt dessus sur l'hydraulique. Et autant vers la gauche. Mais bon, hop, maintenant il est en ligne droite. Je l'ai écarté du poteau du hangar. Maintenant on va faire en traditionnel. Bien sûr, j'ai avoir foutu de la merde partout parce que les pneus décrottent. Ils ont eu le temps de sécher un peu. Bon, on va se mettre au soleil. Ça fera pas de mal. On va ouvrir les rampes. Hop. Allez, on monte. Voilà. Et on les écarte. Pas rapide, hein. Alors, j'ai besoin de ça. Je vais rebaisser parce que je suis pas si grand que ça. Là, bon allez. Oh là, oh là là, ouais, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Alors de où que ça fuit là? Vous voyez là? Ça fuit pas mal là. Puis ça, l'azote sur la ferraille, c'est pas terrible parce que ça rouille très très vite. Alors, bon bah écoutez, je vais essayer de diagnostiquer d'où ça vient. Je vais chercher un escabeau, éteindre le tracteur. Et puis je vous reprends après. Bon allez, à tout de suite. Bon bah les amis, je crois que j'ai trouvé d'où venait la fuite. Alors effectivement c'est un petit peu noir. Ah voilà, là on voit le tuyau, vous voyez il est très gras. Petit bout de tuyau là qui fait 20 cm. Donc c'est le tuyau qui part de l'arrière de... Bon et bien les amis, je reprends avec le téléphone parce que la GoPro vient à nouveau de... Ouais, je me suis dit je vais quand même faire le test du torchon en papier que j'ai mis juste là. Et vous voyez la position par rapport à tout à l'heure. En fin de compte le tuyau il passe là-dedans. Le tuyau de retour. Voilà qui est là. Et en fin de compte il y a tout ça, enfin du moins la partie là, qui peut se vider. Donc la fuite elle est peut-être... ce que je me disais c'est bizarre que ça coule pas là-bas, mais comme j'ai fait mon azote avec les rampes un peu moins hautes que ça, mais les rampes en l'air, pour que ma répartition au sol avec mes bus d'épandage elle soit bonne, contrairement avec celle à 7 trous ou 5 trous, on peut vraiment baisser assez bas. Moi je suis obligé d'être haut. Ben, je pense que c'est donc ce tuyau là, parce que vous voyez le retour là, ben, ça coule, ça vient là, et puis
tout ce qui est ici, ça arrive ici. Donc je dois pas être loin de la vérité. Eh oui, c'est ça, regardez. C'est gras. Et le torchon, j'espère qu'on le voit, il est humide d'azote. Et je vais le sortir. Voilà. Donc en fin de compte, quand ce bras est en l'air, ça doit faire un sacré coup d'ici qui doit tirer sévèrement. Et ça s'abîme. Donc les copains qui ont un Amazon comme moi, eh ben vous regarderez votre petite pièce qui est ici. Si un jour vous avez une fuite, ça peut arriver. Bon, encore désolé pour la main. Bon allez, ce coup-ci, je vais au champ. Là, je vais quand même mettre mon Chatterton. Je vais au champ foutre un petit coup de flotte sur tout ça. Faire tomber le maximum d'azote pour pas que ça rouille de trop. Ça rouille même. Et puis voilà, bon allez, ce coup-ci, à la prochaine vidéo. Salut! Mes crocus sont de sortie.